Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir, monsieur. Je suis le spectateur. Bonsoir, monsieur. Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Le procès des massacres de Dokwe, ouvert le mercredi 24 mars dernier devant la cour d'assises d'Abidjan, a donc clos l'audition des témoins. C'était ce jeudi 8 avril. Il s'agit des exactions commises pendant la crise politique entre 2010 et 2011 dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Au moins 800 Ivoiriens avaient donc été tués en 3 jours, selon un rapport de la Croix-Rouge. Au box des accusés de cette barbarie humaine sauvage, une seule personne, Amadé Ourémi, l'ancien milicien du Mont Péco, qui nie son implication dans ces tueries. Le mis en cause persiste sur le fait qu'il n'était pas là le jour des massacres. Selon lui, il est arrivé le lendemain et il n'avait personne sous ses ordres, car lui-même n'était qu'un élément au service de rebelles tels que Ouattara Karamoko alias lieutenant Koulibaly, lui-même sous les ordres de Loseni Fofana alias Los, le Comzone. Malgré donc les témoignages qui ont été faits durant les jours consacrés à l'audition des témoins et malgré la diffusion de certaines preuves lors de cette audience, telles que des photos et des vidéos des exactions commises attribuées au prévenu, Amadé Ourémi reste sur sa position. Des éléments sonores et d'images montrant justement l'accusé manier les armes n'ont pas réussi à lui faire plier l'échine durant cette première partie du procès. La prochaine audience est donc fixée à mercredi prochain avec les réquisitions et les plaidoiries. Rappelons que c'est en 2013 que Amadé Ourémi a été arrêté et il est donc poursuivi pour plus de 24 chefs d'accusation d'assassinat, de crimes de guerre, de génocide, de tribalisme, de vol en réunion, de viol commis sur des populations civiles à Douekoué dans l'ouest ivoirien pendant donc la crise post-électorale qui a duré de 2010 à 2011. Et donc cet autre procès qui s'ouvre sur la crise post-électorale qui a divisé depuis donc pratiquement 10 années le peuple ivoirien, malgré bien évidemment l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, il faudrait bien évidemment que toutes ces personnes décédées, que tous ces crimes puissent avoir justice. Et donc c'est la nouvelle actualité concernant bien sûr cette crise post-électorale, le procès des massacres de Dokwe, même si l'accusé pour sa part nie effectivement les faits qui lui sont reprochés. Nous tenterons donc dans le cadre de cette édition Appel sur le continent de trouver qui en sont les vrais commanditaires. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette autre édition Appel sur le continent qui s'intéresse effectivement à l'actualité ivoirienne avec cette fois-ci le procès des massacres de Dokwe, cette partie de la Côte d'Ivoire située bien évidemment à l'ouest de ce pays d'Afrique de l'Ouest où on se rappelle il y a 10 années exactement des massacres se sont donc produits de ce côté-là selon justement certains rapports, notamment celui de la Croix-Rouge. Pratiquement 800 personnes, plus de 800 personnes ont dû perdre la vie en 3 jours seulement dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et donc 10 années plus tard, il y a un accusé qui est donc à la barre, même si on se souvient effectivement que ces massacres correspondent effectivement à la période accolée à la crise post-électorale, période à laquelle effectivement Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, bref, le parti au pouvoir de l'époque, le FPI et plusieurs autres dignitaires ont tout simplement vu leur avenir être enterré. Il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui sont en exil, il y en a qui sont encore dans les geôles quelque part. Fort heureusement, les leaders, eux, ils ont été acquittés après justement des années d'emprisonnement pour rien, s'il faut le dire, parce que justement la Cour pénale internationale
en a décidé autrement et a d'ailleurs reconnu qu'il y avait donc plusieurs erreurs dans cette procédure judiciaire. Mais l'affaire ne s'arrête pas là parce que les procès s'enchaînent. Et là, c'est le procès des massacres de Dokwe qui a donc pignon sur rue ces derniers jours du côté de la Côte d'Ivoire. Et nous en parlons donc dans cette édition Appel sur le continent. Si l'accusé aujourd'hui qui est à la barre nie les faits, qui sont donc les véritables commanditaires, qui sont les coupables de toutes ces personnes décédées durant cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nous tenterons d'avoir des réponses tout au long de cette édition. Avec vous, André Kistel Fanga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Linda Dedi, bonsoir aux techniciens, bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde entier qui nous écoute. Je voudrais remercier la direction technique, direction des programmes qui m'a encore convié à ce débat pour débattre des sujets importants de notre continent et surtout de la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire, les sujets qui ont trait à la Côte d'Ivoire suscitent beaucoup de passion. Et je suis sûr qu'au téléphone tout à l'heure, ça va encore déchaîner des passions. Et je pense que nous allons encore apporter notre contribution pour éclairer la lanterne sans langue de bois. Ça, soyez-en sûrs, nous allons faire une très bonne émission. Donc, bonne émission à nous et Merci. Que les auditeurs, les téléspectateurs soient connectés. Merci. Et puis, de l'autre côté, nous avons en notre compagnie Maëlie Ba, avec qui nous allons justement partager ce plateau. Et nous espérons avoir également Paco Zegbe et Naomi Tiédé, voilà, qui sont là déjà. Les trois sont là. Alors, bonsoir à vous, Maëlie Ba. Bonsoir également à Naomi Tiédé et à Paco Zegbe. Merci d'être là en notre compagnie. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir à la technique et à tous vos auditeurs et téléspectateurs, on va dire. Merci pour l'invitation en tout cas. Bonsoir Maïliba. Alors Naomi Tiédé, bonsoir également à vous. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de consacrer à chaque fois votre émission à la Côte d'Ivoire. Pour ça, on ne vous dira pas assez merci. Merci encore. Vous également Paco Zegbe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et encore merci pour l'intérêt que vous portez pour la Côte d'Ivoire et les droits de l'homme. Merci Afrique Média. À vous. Et donc, sachez que ces intérêts que nous portons aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, ce sont des intérêts que nous portons d'ailleurs à tous les pays du continent africain. C'est notre mission sur Afrique Média, apporter de la lumière où l'obscurité veut dicter sa loi. Et c'est ce qui se passe donc du côté de la Côte d'Ivoire avec l'ouverture de ce procès des massacres de Dokwe. Un accusé donc à la barre, André Kistel Fanga. Je voudrais commencer par là. Est-ce qu'une personne peut avoir tué autant de personnes en 3 jours seulement? Ben, je crois qu'il faut véritablement donner un coup de pied dans la fourmilière de ce côté d'Abidjan. Vous savez, il faut qu'on soit sérieux. Surtout nous les Africains, parce qu'on blague beaucoup, on rit beaucoup. Même quand il y a des morts, des massacres, on continue à rire, on continue à faire la fête, on jubile. Mais il y a un célèbre procureur à Abidjan, le procureur d'Abidjan. Des gens chantent. Ils ont chanté jusqu'à mon son, on les a convoqués. Et ça a failli faire l'objet d'une condamnation. Les artistes, vous parlez des artistes. Mais bien sûr, c'est pour ça que je veux qu'on soit très sérieux. Des gens ont juste chanté, il va rentrer où? Ça a valu un enchaînement de procédures. Mais aujourd'hui, on est incapable à Abidjan de savoir qui a massacré à Djokwe. Les 800 personnes selon la Croix-Rouge. Selon la Croix-Rouge. Parce qu'à Djokwe, on peut compter de milliers et de milliers de morts. Ça, il faut se le dire clairement. Donc, quand je vois ces procès, je ne vais même pas appeler ça procès, c'est comédie. C'est une comédie à l'abidjanaise. Je crois que le gouvernement abidjanais aujourd'hui peut valablement remplacer Agalawal, peut remplacer mon ami Adama Daïko. Ils peuvent valablement parce que
Quand on voit tout ça, c'est de la comédie. Comment un seul individu... Et d'ailleurs, même il dit même que je ne connais moi rien. Je n'étais pas là le jour qu'on massacrait les gens. Et on continue à vouloir nous faire croire que non. Il y a justice en Côte d'Ivoire. Mais non, soyons sérieux. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire depuis que M. Alassane Dramane Ouattara a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a pris les rênes, ou bien qu'il a arraché le pouvoir entre les mains des Ivoiriens, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de sommeil à Abidjan. Je m'étonne même comment les Ivoiriens dorment avec ce monsieur à la tête de leur pays. Parce qu'on ne peut pas dire que dans un massacre, il n'y a qu'un seul individu qui est cité devant la barre. Même les avocats même qui sont là même, ou bien les juges qui se sont constitués par rapport à ce procès, vraiment c'est des comédiens. C'est des comédiens. Et rappelons qu'il a été arrêté en 2013. Donc c'est depuis 2013 que tous ces 24 chefs d'accusation pèsent sur cette seule personne. Je vous dis, c'est vraiment de la comédie. Parce qu'on ne peut pas véritablement accuser quelqu'un de massacre, un seul individu. Ça veut dire qu'il avait, peut-être il avait les bombes sur lui, ou je ne sais pas comment il faisait pour tuer ces gens-là. Est-ce qu'il les tuait au jour par jour, ou je ne sais pas. Parce que imaginez-vous le scénario de 800 personnes selon les chiffres de la Croix-Rouge. Mais on sait qu'à Djoko, il y a eu plus de morts. Donc, véritablement, on doit se questionner s'il y a encore une justice en Côte d'Ivoire. Parce que si on organise ce genre de procès, parce que c'est un procès organisé de toutes pièces, c'est quelque chose qui n'a... vraiment, ce n'est pas de la justice, ça. Parce que quand même, il y a au moins d'un côté. Et on est surpris d'une témoin qui vient crier devant... Mais je le reconnais, il était là. Mais c'est quoi ça? Alors que nous savons que dans ce pays, il y a eu des massacres. Depuis 2002 jusqu'en 2011, il y a eu des massacres. Et les massacres continuent même jusqu'à présent. Parce que tout ce que nous voyons, vous avez une prison de Côte d'Ivoire qui a été construite pour 4000 prisonniers. On est à 12 000 prisonniers. Vous parlez de la Maca? De la Maca. On est à 12 000 prisonniers. Et tous les jours, on ne fait qu'enfermer les gens. Et vous dites qu'il y a injustice dans un pays. Mais M. Alassane Ouattara ne veut pas faire justice. D'ailleurs, s'il veut faire justice, il va se condamner lui-même d'abord le premier. Parce que si on va aller détail point par point pour essayer de dire aux Ivoiriens et tous ceux qui nous écoutent dans le monde que mais ça ce n'est pas un procès, on veut juste trouver des boucs émissaires pour essayer de dire que non, on a essayé de faire quelque chose. Parce que vous n'allez pas me dire les 8000 hommes qui ont été reversés dans les forces les FRC de Côte d'Ivoire, venez d'où? C'est les anciens rebelles, 8000 hommes. Vous imaginez? Qu'on a réintroduit dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire, à qui on avait promis 75 millions et une villa. Vous imaginez 8000 hommes, 75 millions, combien ça coûte? C'est extrêmement beaucoup. Et ça, ce n'est pas un jeune, un Orémi qui aurait commis des massacres qu'on vient présenter maintenant comme l'agneau du sacrifice. Parce que c'est lui maintenant l'agneau du sacrifice que bon, on va essayer. Et c'est comme ça que ça va commencer. On va trier quelques têtes, des petits vauriens là. Et pour finir par la tête qui est désobéissante actuellement, c'est Kimbafori Sorogium. C'est Kimbafori Sorogium qu'on va mettre sur la grande table de l'Holocauste, que c'est lui le responsable de tous ces crimes. Parce qu'il n'est plus en odeur de sainteté avec le système ivoirien. Pas parce que j'aime Guillaume Kimbafori Sorogium, je lui dis déjà ce qui va se passer. Parce que c'est l'une des premières personnes qui devait être arrêtée si on voulait véritablement faire justice en Côte d'Ivoire. Donc, si on devait parler des massacres, on devait commencer par là. Donc, vraiment, c'est un procès. Moi, je n'appelle pas ça procès. Une comédie. Et attendons de voir. Et nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Alors, Maïli Ba, le procès de Dokwe qui a été annoncé et qui finalement a donc débuté en fin mars dernier et qui vient donc de boucler, on a envie de dire, la toute première étape parce que l'audition consacrée bien sûr aux témoins est donc rentrée en gare hier. La semaine prochaine, ce sera une autre étape. Mais déjà, comment est-ce que vous analysez ce procès? Est-ce qu'il en vaut la peine? Je vous remercie déjà.
Moi-même, je suis Oué. Je suis issu du peuple Oué, le peuple martyr en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts partout, mais ce qui s'est passé en région du peuple Oué est impensable. Donc, que les gens s'asseyent là, ils se réveillent un matin et ils disent, tiens, on a un coupable qu'on va juger. J'appelle ça de la délation. C'est de la comédie, comme l'a dit mon frère qui vient de parler à l'instant. C'est de la délation. C'est du pur foutage de gueule pour les âmes de nos parents qui ont été fautés lâchement. Choisir un coupable dans la personne de Amadé Ourémy. Je l'ai déjà dit dans des interventions. J'ai dit, Amadé Ourémy n'a pas pu quitter le Burkina Faso seul. Il a été transporté et déposé dans le mont Péco. Vous savez comment on dit Péco dans ma langue? En langue ouest, on appelle ça Pego. C'est pour vous dire que le sujet dont on parle, je le maîtrise tellement. Je bénis le Seigneur pour le monsieur qui vient de parler. Parce que commencer à parler du génocide des Oué le 28 mars 2011, c'est trop peu. Parce que nous devons retourner en arrière. Et ce n'est pas une histoire de 800 personnes, c'est la Croix-Rouge qui le dit. Est-ce que les gens pensent que la Croix-Rouge, qui travaille avec le système, va se permettre de donner un chiffre, un nombre qui est multiplié par 10, comme celui qu'on nous a donné? Les fosses communes, on ne les compte pas. À Dioko, à Naïbli, à Guitrozon, où ça a commencé là-bas, à Petit Dioko, à Naïbli, et où encore Bangolo, Biglo, Taï, tous les bleus. C'est tout ce monde-là qu'ils ont massacré, qu'ils ont jeté dans les puits, qu'ils ont éventré, qui sont 800 personnes. Mais à un moment donné, il faut que Ouattara, il respecte les gens. Mais comme c'est quelqu'un, la vie humaine n'a pas de, elle n'a pas de sens pour lui. Elle n'est pas importante. On tue les enfants pour une coupe d'Afrique. Ouattara Alassane vient à la télévision et puis il dit, les familles, les enfants qui ont été tués seront dédommagés à hauteur d'1 million de francs CFA. C'est-à-dire pour lui, la vie humaine là, elle vaut quelque chose. Donc ce qui est en train de se passer, que les gens arrêtent de se foutre de nous. C'était Ouattara qui devait être à la barre, à la place de Ourémy. C'est Ouattara Draman et ses sbires, ses chefs de guerre, qu'il est en train d'éliminer les uns après les autres. Après avoir bouffé dans la casserole du voisin, maintenant qu'il n'a pratiquement rien à se mettre sous la dent, ou alors les yeux du monde sont rivés sur lui, alors c'est dans ses pattes qu'il commence à éliminer. Et on va leur trouver des choses. Donc, moi, ce qui se passe à Abidjan, là, c'est pour ça, je ne suis pas vraiment ça. Parce que c'est pas le morceau que moi j'attends là-bas. Hein. Le morceau que j'attends là-bas, le jour que je vais me réveiller, qu'on va dire, M. Draman Ouattara est devant la cour. Est devant la cour, est devant le tribunal. À ce moment-là, je pourrais m'asseoir, m'installer confortablement dans mon canapé pour suivre ça de près comme je l'ai fait pendant les 8 ans de ce procès, les 8 ans qu'a duré ce procès. J'étais devant lui. Donc, nous, peuple oué là, c'est du Amadé Ourémy à se mettre sous la dent. C'est comme si nous n'avions rien. Si on nous affamait. Parce que nous sommes affamés de justice. Nous sommes affamés de justice. Nos parents doivent reposer en paix. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais Ouattara doit répondre de ce qu'il a fait. C'est trop facile de dire que c'est Ourémy seul. Maintenant, Ourémy parle et puis Ourémy disparaît. Donc, c'est mon point de vue pour ne pas monopoliser la parole. Voilà ce qui se passe à Abidjan. Moi, j'appelle ça une pure comédie et de la délation. On attend le vrai procès des vrais criminels dont à la tête se trouve un certain Alassane Draman Ouattara. Merci.
Merci beaucoup à vous, Maïliba. Alors, Paco Zegbe, sur cette affaire, bien sûr, de Douekoué, avec ce procès qui s'est ouvert. C'est vrai que tout à l'heure, André Christelle Fanga, revenant un tant soit peu sur certains témoignages, est-ce que vous pensez justement que ces témoins ont été... c'est une sélection faite pour davantage maquiller ce qui se passe actuellement? C'est ça que vous m'entendez bien? Allô? Oui, merci. D'accord. J'aimerais d'abord, c'est-à-dire il faut situer d'abord ces événements douloureux là pour la Côte d'Ivoire. Se sont passés le 29 mars 2011. Et ce monsieur-là, ce bandit des forêts là, a été arrêté le 18 mars 2013. Et quand vous situez la date de ces événements-là, on était le 29 mars 2011. Et le 29 mars 2011, avant cette date-là, Dramane Ouattara s'étant autoproclamé président. Pourtant, jusqu'à là, le président Laurent Gbagbo n'avait pas encore été arrêté par la France et tous les voyous de Ouattara. Donc, s'étant autoproclamé président Ouattara, il a en même temps mis sous sa coupole, sous sa coupe, la rébellion qui est devenue FRC. Qui est devenue FRC. Et nous tous, nous savons que dans cette zone de la Côte d'Ivoire, que ce soit l'ouest ou au nord, les forces républicaines n'y étaient plus. Les forces armées de Côte d'Ivoire, les forces sous la direction du président Laurent Gbagbo n'y étaient plus. Et les populations étaient là-bas, c'était des civils. Et le 29 mars, il ne s'est pas passé, c'est pas, comment on appelle, un affrontement civil, non. C'est une armée d'invasion qui est arrivée dans la ville, qui était commandée. Donc, si on veut prendre le commandement local, il était fait par l'OCENI, soi-disant commandant Los. Voilà. Donc, Amadé Ouremi n'est qu'un menu fretin. Voilà, n'est qu'un menu fretin. Et derrière Los, c'est Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Donc, qu'on nous dise, qui porte plainte et quelle est cette société civile-là? Mais aujourd'hui, même la chefferie de Douekoué, les gens de Douekoué, aujourd'hui, on a notre Madame Keïvao qui a déposé des documents à la CPI concernant les massacres de Douekoué. Est-ce que cette dame-là a été entendue? Est-ce que tous ces témoins, ces milliers de personnes-là... Donc, moi, je rejoins les frères et les sœurs pour dire que c'est une mascarade. C'est une mascarade et c'est, comment on appelle ça? Ouattara veut donner, comment on appelle ça, à manger aux gens. Voilà. C'est-à-dire, Ouattara, le responsable de ce procès-là qui a débuté depuis le 24 mars, quelqu'un qui a été arrêté le 18 mars 2013. Et aujourd'hui, on est le 24 mars 2021. 8 ans après. 8 ans après. Qu'est-ce qui n'a pas marché et le procès n'a pas débuté en 2014? Qu'est-ce qui n'a pas marché, le procès n'a pas débuté en 2015? Donc, nous pensons que là, ce qu'ils sont en train de nous servir là, mais comme les Ivoiriens le savent, tout le monde sait qui a tué Douekoué. Voilà, parce que Ouattara était avec l'ONUCI, bien sûr, et les forces françaises, et tous les supplétifs des autres pays qu'ils ont envoyés, ils voulaient mettre sous pied, sous terre, tous ceux qui soutenaient Laurent Gbagbo. Tous ceux qui soutenaient Laurent Gbagbo. Et la frontière libérienne avec, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, où se trouve Douekoué, était pour eux, parce que toute cette zone-là était sous le coupole de la rébellion. Sous le coupole de la rébellion depuis 2002. Voilà, donc on ne peut pas nous dire que, comment on appelle ça, l'os n'était pas au courant. Donc le monsieur même, il est en train de commencer à révéler un certain nombre d'informations. Et à notre grande surprise, on a appris hier qu'il a été exfiltré de la MACA. Voilà, il a été exfiltré de la MACA. Et son procès qui avait commencé le 24, subitement, le procès a repris le 31 pour essayer de nous distraire sur l'acquittement qui allait tomber concernant le président Laurent Gbagbo. Donc je termine pour dire que c'est une mascarade, mais aujourd'hui là nous sommes là pour interpeller l'opinion internationale parce que 800 morts, et on va vers un génocide. Parce que les gens ont été assassinés par rapport à leur appartenance ethnique. Voilà, par rapport à leur appartenance ethnique et par rapport à leur aussi appartenance à
une idéologie, un parti politique. Voilà un peu pour l'instant ce que j'aimerais dire. D'entrée, que ce procès-là, ce n'est qu'une mascarade. Voilà, ce n'est qu'une mascarade. Mais, suivant vos questions, nous aurons assez d'informations à donner et puis analyser, comment on appelle ça, un certain nombre de questions que vous aurez à nous poser. Alors, Naomi Tchédé, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle lorsque voilà, la justice ivoirienne s'est dite des personnes sont mortes, compassion, il faudrait quand même qu'on punisse les coupables. Et puis le procès s'est ouvert avec justement un accusé à la barre. De toute façon, bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. De toute façon, moi, ce procès, je n'attends rien de ce procès. Je sais que ce procès va accoucher d'une souris. Parce que déjà, ceux mêmes qui sont les procureurs, les juges, sont déjà des grands bandits mis en place par Dramane Ouattara, lui-même le chef bandit. Pour moi, pour avoir un procès équitable, il faut que Dramane Ouattara soit traduit à la Cour pénale internationale, comme a été le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, et qui ont été acquittés. Parce que nous, qui sommes les victimes, les Ivoiriens qui sont assassinés, il y a aussi des témoins qui vont aller témoigner à la Cour pénale internationale. Parce que Dramane Ouattara, tout ce qui est en train de se faire, vous allez voir pourquoi je dis ce procès va accoucher d'une souris. Parce que tous ceux qui ont participé à ce génocide-là seront assassinés par Dramane Ouattara. Il a déjà commencé à les assassiner. Aujourd'hui, même le maire de la capitale d'Abidjan vient de mourir. Tous ceux qui sont dans le secret de ce génocide-là, Dramane Ouattara, avant la fin du procès, ils vont pas y participer. Ils seront tous assassinés. Ce monsieur ne sait que tuer. Donc, ce procès, moi, je n'attends rien tant que c'est en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara doit répondre, comme l'a été le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, devant la Cour pénale internationale, parce que pour lui, il a trouvé bon, il aurait pu juger le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il trouve compétent la Cour pénale internationale qu'il les a extradés là-bas. Donc, lui aussi, c'est là-bas qu'il doit être jugé pour que le monde entier voit aussi nos témoins, que le monde entier entende ces témoins-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en sourdine et que notre sœur Martine Keïbao est là dans le dossier où est. Donc, ces témoins, nos témoins, ne peuvent pas témoigner en Côte d'Ivoire parce que Dramane Ouattara les traque. Aucun témoin ne pourra accepter de nos jours aujourd'hui témoigner en Côte d'Ivoire, dire ce qu'il a vu au moment opportun. Parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est même quand vous discutez avec un parent au téléphone, vous sentez la peur, les Ivoiriens ont peur. Dramane sème la terreur. On a eu des tyrans en Afrique, mais je vous dis, de la trempe de Dramane Ouattara, c'est la première fois que l'Afrique a ce genre de tyran. Donc, en Côte d'Ivoire, ce procès-là, il n'ira nulle part. S'il doit avoir un procès, il faut qu'il y ait un procès. Malgré qu'on doute même de la CPI, mais D'accord. Alors, André Christelle Fanga, on a quand même écouté les autres panélistes qui, voilà, épousent pratiquement la même vision justement des choses concernant ce procès. Mais est-ce qu'au moment, on peut pas se dire que ce procès aujourd'hui était peut-être le plan B du pouvoir en place, parce que en fait, quand on essaye de regarder la chronologie des événements concernant bien évidemment l'arrestation de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et tout ce qui va avec, les rebondissements durant ce procès et pour finir un acquittement définitif, la partie d'en face s'est peut-être rendu compte que on a tout essayé, ça n'a pas marché, parce qu'au départ, personne ne s'attendait à ce que Laurent Gbagbo ou encore Charles Blé Goudé soient premièrement en vie 10 années plus tard,
ou alors qu'il soit acquitté 10 années plus tard. C'est-à-dire la meilleure sentence qui leur a été réservée, c'était peut-être un emprisonnement à plus de 50 ans par là, ou pourquoi par perpétuité. Mais rien de cela n'a marché, et c'est ce qui pourrait peut-être justifier l'ouverture de ce procès pour essayer de se voiler la face. Mais, Madame Linda, on ne peut pas voiler le soleil. On ne peut pas voiler le soleil. Parce que la justice, j'ai des aînés, des magistrats que je connais. Je profite pour saluer le ministre Ange Michel Angouin, qui est un magistrat hors hiérarchie. Et un jour, il disait, la justice est comme une grand-mère. Quand la grand-mère quitte la maison au village, qu'elle va au champ, peu importe la distance du champ, elle va aller au champ, elle va revenir. Peu importe les pas qu'elle pose. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais c'est l'objectif, le but recherché. Et c'est un peu comme ça que la justice aussi parfois se comporte. Vous pouvez organiser la comédie et vous appelez ça justice, mais la vraie justice se met toujours en place parce que vous avez vu la comédie que la CPI, la Côte d'Ivoire, l'ONU, Choi, Obama, Sarkozy ont organisé, Bensouda, ils ont organisé pour essayer d'embrigader, parce que de mettre sous éteignoir deux lumières, c'est-à-dire le président Laurent Koudou-Bagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Ça a pris le temps que ça a pris, 10 années de procès, renvoi, machin, c'est monté, mais finalement, la vérité est sortie. Il y a eu quand même quelqu'un qui a dit, mais attendez, Madame Bensouda, donc, dans toute votre magistrature que vous avez appris là, dans toute l'école de magistrature, vous ne savez pas monter un dossier de procédure, grande magistrate de votre acabit, ancienne ministre de la justice de votre pays. Voilà. On se retrouve que mais finalement le dossier était mal monté, il n'y avait pas, il n'y a rien dans le dossier est complètement vide. Le cas Bensouda est passé et ses amis Nicolas Sarkozy. Je voudrais revenir sur un fait parce que dans tous ces procès, pour qu'on arrive à quelque chose d'équitable ou bien qu'on commence à ouvrir les yeux, il faut qu'on fasse le contentieux historique de cette crise ivoirienne. Parce que si on ne fait pas le contentieux, on n'ouvre pas le contentieux. Comment ça a commencé pour qu'on arrive au massacre de Djokwe? On ne pourra pas comprendre. C'est là où quand on parle de comédie, les gens croient que non, on déteste trop Ouattara, parce que Ouattara, comme il a un peu donné un peu d'argent à quelques journaux, médias, dans certains, que ça soit en France, que ça soit au Cameroun, que ça soit un peu de partout. Et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, pour essayer de faire de moi le grand bâtisseur. Ben, c'est sur Ouattara qu'on a appris que les routes peuvent faire 6 mois. Le grand bâtisseur construit les routes en 6 mois. Donc, et 6 mois, ça se dégrade. Donc, c'est avec Ouattara qu'on a connu ça. Oh non, on a modernisé la Côte d'Ivoire, mais les inondations viennent nous prouver que non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai ce que ce monsieur dit. Donc, commençons en 2002. Parce que quand la rébellion commence, ils s'organisent. C'est plusieurs forces, parce que quand on parle des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, c'est un groupement de mouvements de rébellion. On a le mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest, le MOPICO, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, et le mouvement pour la justice et la paix, le MGP. Donc tous ces mouvements armés se sont mis ensemble pour former les forces nouvelles de Côte d'Ivoire, chapeautées par 2 commandements. Le commandement civil qui est chapeauté par le secrétariat par Kimbafori Soro Guillaume, et le commandement militaire qui est par le général Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major de ces forces nouvelles. Maintenant, dans toutes ces organisations, je parle depuis 2002, et même au-delà, parce que des gens étaient déjà dans les velléités de prise de pouvoir, quand M. Bédier, en 99, il y a eu des problèmes avec Bédier, parce que quand l'autre fait, le général Gueye fait le coup d'État, il y a déjà les velléités de M. Ouattara de prendre le pouvoir par la force. Comme il a raté de manière constitutionnelle, il devait maintenant utiliser la force. Donc, il était déjà dans cette logique-là de prendre le pouvoir. Donc, on met en place, et maintenant, il se divise en zones.
ça devient les comzones. Maintenant, on met en place les comzones. Dans ces comzones, chacun a un territoire bien défini. Quand vous avez une rébellion qui contrôle 60% de la Côte d'Ivoire, des terres de Côte d'Ivoire, mais attendez, vous demandez à Diokwé qui ont massacré, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on venait réallumer quelque chose, alors que les forces nouvelles contrôlaient 60% du territoire ivoirien. S'ils contrôlent 60% du territoire ivoirien, c'était quand ils contrôlent cela, ils se sont divisés en comzones et chaque zone avait ses commandants. Et chaque zone avait ces comzones-là se sont organisées pour massacrer. Et je crois que c'est un Ivoirien tout à l'heure, un copanéliste qui disait, mais l'armée régulière n'était plus de ce côté-là. Ça veut dire que c'est les forces nouvelles qui avaient pris le contrôle de ce territoire-là. Et qui est le commandant des forces nouvelles? Kimbafori Sorogum, on le connaît, comme le porte-parole. On connaît le général Soumaïla Bakayoko, on connaît Ouattao, on connaît tous ces gens qui étaient les commandants des forces nouvelles. Donc si vous avez 60% des gens qui occupaient le territoire ivoirien, ça veut dire que c'est eux qui ont commis ces massacres parce qu'ils ont pris ce commandement-là depuis 2002 jusqu'à maintenant. C'est Karamoko. C'est Karamoko, c'est pas Bakayoko. Donc vous comprenez un peu. Donc voilà une situation où on se retrouve, où des gens se sont divisés en comme zone. Et je vais vous dire, chaque zone avait un commandant. Criminel, hein? Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'étaient pas des gens qui venaient jouer. Cette comme zone-là ne venait pas pour... vous connaissez Chérif Ousmane qui commandait la commune du plateau et d'Adjamé. Et Siaka Ouattara qui contrôlait les zones du quartier sud et tout le reste. Il y a plusieurs zones comme ça. Vous allez retrouver les Koulibaly, les Gassou, les Vetcho. Commandant Vetcho, l'homme qui contrôlait le gouvernement mystique de Ouattara, de la rébellion. C'est lui qui avait réuni les marabouts du Bénin, du Libéria, du Mali et de partout pour venir faire la sorcellerie en Côte d'Ivoire, pour qu'ils puissent massacrer davantage, pour que les crimes rituels puissent se passer. Et vous venez dire que non, c'est un seul individu qui a massacré 800 personnes à Djokwe. Mais attendez, c'est de la comédie. Ces gens ne passaient pas, parce que quand vous prenez déjà le contrôle de 60% d'un territoire, ce n'est pas parce que vous l'avez fait de manière douce. Ce n'était pas, ils ne venaient pas dire que non, s'il vous plaît, armée régulière, quittez, et nous on prend le contrôle du territoire. Non, il y avait des affrontements. Et les populations qui s'opposaient même à ces rébellions étaient massacrées. Parce qu'ils n'ont pas seulement tué les gens, il fallait prendre le contrôle des terres. Oui, il fallait prendre ce contrôle des terres du peuple, ouais. Il fallait contrôler ces zones-là. Il fallait qu'ils s'enrichissent à tous les prix. Parce que ce n'est pas des zones seulement ordinaires. C'est des zones qui sont extrêmement riches. Il fallait contrôler ces zones-là. Que ça soit en matière de cacao, que ça soit en matière d'or et tout le reste là. Parce que c'est pour ça qu'ils ont créé un marché au Burkina Faso. C'est pour ça qu'ils ont créé un marché au Burkina Faso est devenu l'un des premiers producteurs mondiaux de cacao. À cette période-là, le cacao sort d'où? Il y a les plants de cacao au Burkina Faso. Donc, vous comprenez que si on parle de procès, de ce genre de procès, vraiment c'est une comédie, c'est une fuite en avant. Et cette fuite en avant-là, non. Madame, on n'en va pas envoyer Ouattara à la CPI. Madame, Ouattara n'a pas besoin d'aller à la CPI. On va le juger en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui vont le juger. Tous ces bandes de criminels-là, ils seront jugés en Côte d'Ivoire. La vraie justice, oui, il y a des gens qui vont nous dire il faut prôner le pardon. Que vous êtes même un homme de Dieu, comment vous voulez qu'il faut prôner le pardon? Mais même une faute avouée est à moitié pardonnée. Qu'ils avouent d'abord. Ne venez pas nous dire que pardonnez. Est-ce qu'ils ont avoué leur crime? La CPI vient de dire en Mondiovision que ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Laurent Gbagbo et Blé Boudé qui ont tué les Ivoiriens. Ceux qui ont tué les Ivoiriens sont installés en Côte d'Ivoire. Que ces tueurs, ces criminels, ces assassins-là se mettent au devant. Kimbafori Soro-Guillaume a commencé de manière voilée. En disant non, vraiment oui, je suis devenu rebelle parce que... Mais maintenant, il a reconnu. Mais il faut véritablement qu'il se présente devant tout le monde entier en pleine télévision et qu'il dise vraiment j'ai tué les Ivoiriens et je demande pardon. Et on commence à voir, on peut dire que oui, on le pardonne à moitié, mais que la justice fasse le reste maintenant. Donc, parler de
Aurélie qui a tué 800 personnes à Djokwe. Vraiment, c'est de la comédie, ça fait rigoler. Et même les plus grands, même ceux qui regardent cette justice ivoirienne, qui l'observent, mais ils disent, est-ce que ces messieurs sont logiques, cohérents dans leur façon de faire les choses? Parce que je vous ai pris l'exemple ici du procureur d'Abidjan. Il a seulement entendu, il va rentrer au... Bon, il va alors faire comment pour que Gbagbo et Blé Boudé ne rentrent pas alors? Les Yodé et Siro ont annoncé. Ils étaient comme des jeunes prophètes. Mais les voilà qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Il va faire comment? Il va aussi les arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la justice, pas à pas, finit par toujours par triompher. Et c'est cette balance-là. Et c'est le monde qui nous a... ces gens de la CPI-là qui nous ont dessiné la justice avec la balance. Et cette balance-là, c'est équilibré et elle finira toujours par retrouver son équilibre. Même si vous pesez tellement d'un côté, un jour, ça finira par retrouver son équilibre. Et nous rappelons à nos téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, que le programme, c'est bien sûr Appel sur le continent, sur les antennes d'Afrique Média. Et aujourd'hui, nous nous intéressons justement à ce procès sur les massacres de Djokwe. 10 années après, le procès s'est donc ouvert. Il faut que justice soit donc rendue justement à toutes ces personnes décédées du côté de la Côte d'Ivoire, selon des chiffres rendus publics par la Croix-Rouge. Plus de 800 personnes ont donc été massacrées, et ce pendant 3 jours. Cependant, la justice ivoirienne pointe un doigt accusateur sur une seule personne, laquelle nie déjà les faits qui lui sont reprochés, parce que jusque-là, il persiste à dire qu'il n'était pas là, lors de ces massacres. Il est plutôt arrivé, je crois, au lendemain des dits massacres. Nous en parlons donc ce soir dans le cadre d'Appel sur le continent, et le standard est d'ores et déjà ouvert. Je crois que nous y allons tout de suite avec Abou d'Angleterre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, princesse Linda Déby. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. C'est M. Abou depuis l'Angleterre. Sentez-vous saluer avec amour profond, référence, lumière, paix et joie. Je salue l'apôtre Christelle Fonda et mes compatriotes, les 2 Amazones et le guerrier intrépide. Sentez-vous saluer avec beaucoup d'amour. Je salue tous les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram. Et donc, une fois que je dis ça, Linda Déby, princesse, laissez-moi vous dire une anecdote qui a trait à la question de ce soir. Quand je suis arrivé ici en Angleterre dans les années 2000, mon premier ami anglais me disait comme ça que Hitler était un ange de Dieu pour éliminer le Satan qui est la France. Et que Hitler, ce que Hitler a fait était bien. Mais comme moi j'étais catholique en ce moment, je me suis plaint et je me suis querellé contre cet ami anglais. Mais en 2011, d'abord en 2004, ce que la France a fait en Côte d'Ivoire devant l'hôtel Ivoire, tué plus de 84 Ivoiriens sans que la justice se meure, j'ai compris que mon ami, il avait raison. Mais pire, en 2011, de kidnapper en plein 21e siècle un président en pleine fonction, en bombardant son palais et en tuant plus de 1 million d'étudiants qui étaient autour du palais, j'ai compris que mon ami André, il avait raison quand il disait que Hitler était un ange. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est pour vous dire quoi? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est que nous on a toujours dit que la Côte d'Ivoire soit un cas d'école qui va réveiller les yeux à tous les Africains. Parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on va comprendre le visage hideux de la France. C'est la France qui est au début et à la fin de ce qui se passe. Alassane Dramane Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est sur injonction de la France. Aujourd'hui, Amadou Rémy a disparu. C'est sur injonction de la France. Parce que la France craint, elle veut retarder qu'on fasse son procès. Parce que le procès qui se passe en Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est maintenant la page du procès de la France qui va s'ouvrir. Et la France veut retarder ça. Mais nous serons là, nous les veilleurs, nous les hommes spirituels, nous serons là pour que cette France soit jugée. Elle ne sera pas épargnée. La Côte d'Ivoire est un pays de Dieu. Comme on le dit chez moi en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Et c'est en Côte d'Ivoire que la France, ce Satan, ce démon, ce parasite, ce vampire, ce tueur des Africains, ce négrophobe va en partie. Nous allons mettre fin à la France à partir de la Côte d'Ivoire. Nous remercions nos frères jumeaux, le Cameroun. Parce que sans le Cameroun, que
Quand en Côte d'Ivoire, on dit toujours si le Cameroun était à la place du Burkina, il n'allait jamais avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Et pour ça, moi, je suis prêt même à marier même 5 Camerounaises pour ça. Mais bref, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est vous dire quoi? Que la France, c'est elle qui tue l'Afrique. Et c'est pour éviter qu'on fasse un procès qu'elle est en train de tuer les Ivoiriens, éliminer tous les témoins. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, actuellement, nous disons que la solution appartient à James Soro. C'est James Soro qui ouvre la bouche, qui dit tout ce qui s'est passé pendant la rébellion. Alors, le procès de cette fois-là et Alassane Dramane Ouattara, qui est une popette, va. Je vous remercie. Bon week-end à tous. Bonne continuation. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye pour maintenant. Bye 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 bye. Ton standard avec Christian depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian. Bonsoir madame. Bonsoir, nous vous écoutons. Comment je trouve que vous faites de la libération de Laurent Gbagbo? Nous vous écoutons Christian. Allô? Je crois que nous avons perdu Christian. Nous allons rester avec Delphin de Bujumbura. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma chère sœur Linda. Je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je vais transmettre aussi mes salutations à l'ensemble des équipes d'Afrique Média, notamment la régie. Et bien sûr, mon très cher frère Fanga, ainsi que les frères et sœurs de Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas revenir... Ah oui, bien sûr, je n'oublie pas l'ensemble des frères et sœurs qui nous suivent en Afrique et en dehors de l'Afrique. Donc, je ne vais pas revenir sur les explications liées au fait que ce procès est une comédie vraiment pas du tout drôle, elle est plutôt ridicule. Mais simplement, je vais insister sur un point. Mes chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, via le Zoom, me semble ne pas comprendre l'aspect géopolitique de cette affaire. Je m'en vais essayer d'expliquer ce que j'ai en tête. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais ce matin, le journal français, Le Figaro, a sorti un article dont le titre était « Israël ne va pas coopérer avec la CPI sur des enquêtes qui portent sur des crimes de guerre perpétrés par Tsahal, donc l'armée israélienne en Palestine ». Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? En apparence, qui n'a rien à voir, mais au contraire, tout est lié à ça. Pourquoi, à l'époque, M. Gbagbo et son petit frère Blé Goudé ont pu être transportés minu militari jusqu'à la CPI? C'est parce que tous les gangsters, soi-disant démocrates, étaient d'accord pour se liguer contre eux, c'est-à-dire l'ex-président Barack Obama. On peut remonter un peu plus loin si on veut aller vraiment dans le fond des sauges. À l'ex-président George Walker Bush et leurs larbins, leurs tirailleurs, donc Chirac, Villepin, Sarkozy, Madame Michel Alliot-Marie et bien sûr leur nègre de maison à tous, Monsieur Ouattara. Ils étaient tous d'accord. C'est pour cela que Gbagbo et Blé Goudé ont pu être transportés là-bas. Maintenant qu'ils ne sont plus d'accord et l'acquittement récent du président ivoirien a mis tout cela sur la place publique, eh bien, ils ne sont plus d'accord. Et si Israël ne veut pas coopérer avec la CPI, je vous garantis que d'ici quelque temps, cette CPI va être dissoute par ces mêmes gens qui l'ont mise en place. Parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre sur le partage du gâteau. Dans ces conditions, M. Ouattara n'a plus d'autre choix que d'essayer de mettre des comédies comme celle qu'il est en train de mettre en place. Parce qu'il n'a plus d'appui à l'extérieur. Avant, il pouvait se bomber le torse parce qu'il savait qu'il serait protégé par Washington et l'Élysée. Maintenant, pour essayer de calmer les Africains, et en particulier les Ivoiriens, il essaie de mettre des petits comme ce mercenaire-là qui les a aidés à tuer des gens en disant que c'est lui le responsable. Non. J'ai envie d'inviter mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire à garder la tête froide parce que
Même s'ils ont perdu leurs parents, je leur rappelle que moi aussi je viens d'un pays qui a subi ce genre de choses, cette fois-ci de la part de la Belgique et de la France. Mais nous sommes parvenus à nous en sortir. Vous devrez à la fois mener un combat politique pour récupérer votre pays, vos institutions, et à partir de là, vous pourrez inverser le rapport de force qui vous permettra d'éliminer politiquement, même physiquement, des bandits de grand chemin comme Ouattara. Je sortirai par deux exemples qui sont toujours d'actualité. Essayez de suivre comment la France a énormément de mal à récupérer, je dirais, un peu de réputation respectable, et au Rwanda et en Algérie. Monsieur Alain Juppé en est réduit à bavarder en essayant de cacher sa honte, en disant, il le disait récemment à travers le journal Le Monde, nous n'avons pas su, j'ouvre les guillemets, nous n'avons pas su savoir qu'au Rwanda il y avait un génocide en cours. Tout ça c'est de la foutaise. Ils savent très bien, et pour eux, la vie des Africains n'a aucune valeur. Donc c'est à vous, les Ouest-Africains, les gens de la zone CFA, de récupérer un peu de stratégie, un peu de géostratégie, de garder la tête froide. Ça vous évitera de pleurer à l'avenir vos parents. Ça fait mal, je sais. Nous aussi, les Burundais, nous sommes passés par là. Mais vous devez vraiment devenir moins émotif et beaucoup plus géostratège. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser le micro. On vous soutiendra du mieux qu'on pourra. Afrique Média, le monde c'est nous. Alphonse de Bujumbura, nous avons le pasteur Soa qui est au standard. Bonsoir, pasteur Soa, et bienvenue. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lina Déby. Bonsoir Lina Déby. Je salue mon frère, l'apôtre Christian Fanga. Christian Fanga soit salué, homme de Dieu. Merci pour l'esprit éclairé que tu as, et combiné avec la politique et la science spirituelle, et tu orientes toute Afrique et le monde panafricain. Je vais saluer mon président qui venait d'appeler Abou d'Angleterre. Abou d'Angleterre soit salué parce que ça fait presque un mois, il ne s'est pas attendu. Merci, tu nous es revenu, que Dieu soit loué. Et je voulais saluer également le prophète Elie Chama, sans oublier le pasteur de Bras comme tu fais, parce que c'est un grand homme qui ont soutenu toujours Afrique Média dans le travail. Côte d'Ivoire, procès du massacre de Diokoué. L'audition des témoins terminée. Moi, je suis étonné. Mais Linda, comme Christian Fanga le disait, mais qui a organisé ce procès? Ouattara n'a pas le droit d'organiser tel procès parce que c'est la CPI. Ce procès parle également, ou ces crimes parlent également des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas un amusement. Quand on dit que l'audition est terminée, c'est terminé par rapport à quoi? Les Ivoiriens n'ont encore rien dit. Tous les Ivoiriens, nous sommes à l'étranger. D'autres sont même réfugiés dans leur propre pays, ils ne peuvent rien dire. Qui est témoin, qui est victime? C'est nous qui sommes les victimes, c'est nous qui sommes ici. Où ils ont tué plus de 800 cellules de Malone ici. Et ils ont enterré ces guéris. Nos parents qui ont été enterrés dans les fosses communes. C'est pas ce procès qui est là. C'est une institution internationale telle que la CPI ou autre juridiction qui doit régler ce problème et qui doit également juger cela. Ce n'est pas la juridiction de Ouattara qui a déjà une partie prise en Côte d'Ivoire, dont on sait qu'il est un conglomérat politico-juridico ethnique qui est en Côte d'Ivoire qui doit également faire ce procès. Ce procès, ça ne nous intéresse pas. Et ouais, ce n'est pas pour nous déplacer, c'est pour nous. Même nous allons revenir d'ici peu de temps. Et lorsque nous allons revenir la Côte d'Ivoire, nous allons juger, nous allons aller aux États généraux. Et nous allons voir qui a fait quoi. Nous allons faire le bilan de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont au pouvoir, ils vont, c'est-à-dire, aucune personne ne restera impunie. Et c'est de ça qu'il est question. Soa, pour votre participation. Nous allons rester au standard, je crois, avec Monsieur Lamine. Bonsoir et bienvenue.
Oui, allô? Bonsoir Lamine. Ah oui, bonsoir à tous. Bonsoir ma frère Stanley. Bonsoir Monsieur Fanga. Et puis bonsoir à l'ensemble des vidéoconférenciers qui sont sur le plateau aujourd'hui. Donc, concernant le sujet, effectivement, moi, je vais pas ajouter de ce qui a été dit. Je pense que des belles choses ont été dites. D'ailleurs, mon frère Delphin vient de dire quelque chose qui est très intéressant, assez géostratégique. Mais moi, je pars dans l'idée de dire que le nom africain noir, il faut bien préciser, parce que l'Afrique du Nord, apparemment, ils sont un peu plus respectés que nous. Mais le nom africain noir est pour les Occidentaux l'expression des actes perçus. Et les actes perçus, c'est que les Africains noirs sont faciles à dominer et sont dans le pardon, sont paternels et non dans la justice. Regardez les attentats de Charlie Hebdo avec les frères Kouachi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu que la justice française ne s'est pas dit oh, écoutez, c'est bon, les terroristes, ils sont morts, on oublie. Non, ils les ont même jugés morts. Et nous, je ne comprends pas qu'est-ce qui nous arrive en Afrique. C'est quand il y a des choses criminelles, où il y a des génocides qui se produisent, nous rentrons dans la logique de pardon. Vous ne pouvez pas, en fait, créer un avenir si vous n'êtes pas capable de circoncire le problème en amont pour avancer. Donc là, c'est ce qu'on voit. Donc pour moi, on voit bien qu'il y a un problème, en tout cas dans l'Afrique noire. Donc, et moi, la métaphore que je dirais plutôt, ce serait ceci. Il faut, dans la vie, créer un espace. Il faut créer un espace dans ton présent pour que ton futur existe. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu ne crois pas demain, il n'y a pas de demain. Il faut qu'on ait un point d'appui dans le présent pour qu'il y ait un lendemain. Donc, c'est comme si la vie, c'était des wagons qui sont accrochés l'un et l'autre. Donc, il y a le wagon 1, le wagon 2 et le wagon 3. Et maintenant, dans le wagon 1, on a sacrifié un petit espace pour accrocher le wagon 2. Et dans le wagon 2, on a sacrifié un petit espace pour mettre le wagon 3. Ça s'appelle l'espoir. Et nous, Africains, nous sommes forts dans ce type, nous ne sommes pas forts dans ce type de sacrifice pour créer de l'espoir. Donc, l'espoir ne peut exister parce qu'on lui crée de l'espace. Ici, Ouattara ne crée aucun espoir quelconque en Côte d'Ivoire. Dans ce type de process, donc ce type de process, ce procès grotesque, n'est qu'une suite logique de ce que je viens d'évoquer. Donc, il faut créer de l'espoir. Et l'espoir, pour le créer, il faut ramener toute une suite logique en amont pour que l'espoir puisse exister demain. Je m'arrête là et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Monsieur Lamine, pour votre participation. Je crois que nous allons peut-être prendre une dernière personne au standard avant de revenir sur ce plateau. Non, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça sera pas pour tout de suite. Donc, nous allons revenir donc sur le plateau avec nos différents invités. Je voudrais me tourner vers vous, hein, Monsieur Digbe, pour. C'est vrai. Finalement, tous vous êtes unanimes sur le fait que ce procès, c'est de la mascarade, c'est de la distraction. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des morts. Il faut que justice soit donc faite. Mais pour que cette justice soit faite, il faudrait au préalable qu'il y ait quand même, j'ai envie de dire, des accusés. Mais sauf que là, celui qui est présenté comme un accusé sert plutôt de distraction. Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire véritablement? Qui doit porter plainte à qui? Qui doit accuser qui? Merci et je remercie aussi les intervenants. Mais avant tout propos, parce qu'ici nous sommes dans un média qui prône des valeurs de démocratie, de droits de l'homme, et même c'est que la télé Afrique Média est une télé qui propulse le panafricanisme. Et aussi, si on parle de panafricanisme, l'essence même du panafricanisme, c'est le bien-être du peuple africain. Voilà. Et au-delà du bien-être du peuple africain, c'est pour impulser aussi le bien-être de l'humanité. C'est en cela que j'aimerais relever, comment on appelle ça, les propos du frère. Je comprends sa colère. Je comprends sa colère, le frère à bout d'Angleterre, mais
de grâce, Hitler, on n'en veut plus dans ce monde-là. Voilà, Hitler, on n'en veut plus. Voilà, Hitler, c'est comme... Et c'est parce qu'on n'en veut plus qu'on combat Ouattara. Et on combat la France colonialiste. Parce que nous ne combattons pas les Français. Mais parce qu'aujourd'hui, ici, vous avez vu récemment, je veux bien rappeler, vous avez vu dans ces 2 dernières années, le petit président Macron, ce qu'il a fait subir aux gens qui réclamaient un bien-être, les Gilets jaunes. Vous avez vu comment il les a massacrés. Mais ici, aujourd'hui encore, en France, il y a des combattants qui soutiennent aussi la cause africaine. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le combat des droits de l'homme, le combat pour la prospérité de l'humanité. Il faudrait qu'on soit bien dans ce monde-là et on vive en parfaite harmonie. Mais donc, c'est pour faire un clin d'œil aux frères Abou. Je comprends sa colère, mais qui ne disent pas qu'Hitler est bien, Hitler n'est pas bien. Voilà, Hitler n'est pas bien et c'est les exemples d'Hitler que Ouattara est en train de suivre. C'est les exemples d'Hitler que Sarkozy est en train de suivre. Voilà. Donc, pour revenir, en fait, c'est clair. En principe, quand il y a ce genre de situation, de génocide, où, comme les gens le disent, en principe, il faut un procès. Et un procès, en principe, c'est pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, pour qu'on puisse expliquer ce qui s'est passé, et enfin, en définitive, si ce n'est pas conforme à la Constitution, si ce n'est pas conforme, il faut sanctionner. Voilà. Et sanctionner pour dire qu'il ne faut plus de ça. Il ne faut plus jamais ça. Voilà un procès. Voilà. Maintenant, dans le cas ici, la Côte d'Ivoire, et je salue beaucoup ici la plupart des intervenants, ce que nous savons, nous tous, quand on parle de mascarade, parce qu'en fait, Ouattara, ce qu'il veut faire, ce que Ouattara veut faire, et c'est mentant, parce que Ouattara, que ce soit l'ONU, que ce soit les Bensouda et autres, et tout cela, comme on le dit en droit, je ne suis pas juriste, mais quand même, on est quand même, comment on appelle ça, on comprend un peu. C'est comme aujourd'hui, on ne peut plus juger le président Laurent Gbagbo dans n'importe quelle justice sur les faits qui lui ont été reprochés. Donc, c'est une volonté malicieuse pour Dramane Ouattara. Et tous ceux qui ont participé à ce massacre-là, parce qu'une fois le procès de Diokoué, une fois nous, Ivoiriens, on accepte qu'il y a eu procès de Diokoué, c'est terminé. C'est terminé. Quand ça se ferme, c'est-à-dire à la fin de cette mascarade-là, ils vont dire, bon, c'est fini, il n'y a plus de procès. Diokoué, on n'en parle plus. Parce que ceux qui ont été victimes ont été reconnus, ceux qui ont été coupables ont été reconnus. Et on ne jugera plus quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est à cela que nous interpellons les interpellons les Ivoiriens, les gens des droits de l'homme et autres, comme quoi ça, c'est une mascarade. Ce n'est pas le procès de Diokoué. Le procès de Diokoué pourra avoir lieu, et c'est en cela que je vais rejoindre Christian, pourra avoir lieu lorsque la Côte d'Ivoire sera véritablement libérée. Lorsqu'il y aura une justice impartiale en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, je vais terminer vers là pour dire que ce qui s'était passé en 2011, c'était une tentative d'occupation d'un pays avec des relais locaux. Donc Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume, Ouattao, Ahmed Bakao, tous ces gens-là. Voilà. Et à l'extérieur, il y avait cette France colonialiste qui avait peur que la Côte d'Ivoire se réapproprie elle-même son destin avec comme chef, avec en tête le président Laurent Gbagbo. Donc il fallait abattre Laurent Gbagbo, il fallait l'empêcher d'aller loin. C'est pour ça, depuis son accession, ils l'ont combattu par plusieurs moyens. D'abord, dans un premier temps, ils ont tenté le coup d'État parce qu'ils n'avaient pas mesuré, c'est-à-dire la donnée populaire. La donnée populaire. Parce que avec leurs armes, nos armes étaient obsolètes. Nos armes étaient obsolètes. Donc, avec les armes, ils pouvaient dominer la Côte d'Ivoire. Mais le réveil populaire, le réveil du peuple les a fait peur. Donc, ce qu'il fallait faire, il fallait gérer pendant les 8 ans là, comment essayer de briser l'emprise du président Laurent Gbagbo sur son peuple. Voilà. D'où, comment on appelle ça, certains faits sociaux, jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 et ils tentent de parachever ce qu'ils ont commencé. Maintenant, là, quand ils tentent cette occupation de la Côte d'Ivoire, il y a l'armée française, il y a tout et tout. Voilà. Donc, quand il y a une occupation, vous avez vu ici en France, quand la France occupait, où les Allemands étaient, tous ceux qui étaient pour France, ils étaient massacrés. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une armée d'occupation qui est allée là-bas. Donc, aujourd'hui, comme
vous le dites dans mon propos, qui a attaqué la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a fait ses élections. Ceux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, on les connaît. Il y a Nicolas Sarkozy qui a abusé de l'armée française. Voilà. Parce qu'ici, nous tous, nous contribuons. Le pauvre Français qui est là, il contribue à l'armée française. Maintenant, cette armée-là, après, elle est gérée par un certain nombre de gens. Voilà. Un certain nombre. Parce que même quand l'armée française récemment était allée au Mali, quand ils ont pris l'or et autres, tout et tout, mais c'est pas pour venir distribuer ici à chaque Français. Non. Même quand Areva qui se trouve aujourd'hui au Niger, Areva qui se trouve au Niger, quand Areva ponctionne l'uranium, quand il ponctionne l'uranium, il ne distribue pas sur chaque. C'est ses actionnaires qui se partagent le magot. Voilà. Maintenant, quand la France est mise au banc des accusés, ces gens-là, ils s'en foutent, c'est le peuple français qui doit assumer. Donc, pour dire aujourd'hui, chers frères et chers sœurs, et aussi pour terminer sur le pasteur Soa, qui nous disait que la Côte d'Ivoire ne peut pas juger ce massacre-là. Mais, comme je le dis, on ne peut pas, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire peut juger. Pas aujourd'hui, mais la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, peut juger ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais en l'état actuel, ceux qui sont à la tête de notre État sont des strapotins. Voilà. Sont là pour l'Occident, sont là pour cette transcolonialiste-là. Voilà. Donc, Ouattara ne peut pas lui-même s'auto-juger. Donc, le combat qu'il y a à faire, comme on l'a fait pour libérer le président Laurent Gbagbo, il faut que les Ivoiriens et les Ivoiriennes disent qu'ils doivent avoir justice pour Dieucoué. Justice pour tous les recoins. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, même aujourd'hui, depuis 2011, même il y a certains gens de Dieucoué, que certains pensent qu'ils sont morts. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils sont enfermés depuis 10 ans dans des cachots. Voilà. Les gens sont enfermés. Il y a des prisonniers politiques. Il y a tout. Donc aujourd'hui, la libération du président Gbagbo donne un souffle. Et je termine. Voilà. Présidentielle. Merci. Donc je termine pour dire aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui doit accuser qui? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez essayé d'expliquer. Bon, si on essaie de résumer, la France occupe quand même les premiers rangs. Bon, aujourd'hui, si le combat était donc entre la Côte d'Ivoire et la France, est-ce que c'est une façon de demander au peuple ivoirien, parce que quoi qu'on dise, nous le savons, ceux qui ont agi, agissaient justement sous les ordres de la France. Est-ce qu'il faudrait que le peuple ivoirien aujourd'hui se lève comme un seul homme et demande justice ou du moins réparation à l'auteur de toute, j'ai envie de dire, à l'auteur de tous ces massacres qui n'est autre que la France? Oui, donc il y a deux solutions. Deux solutions qui se présentent. La première, qui est quand même difficile, qui va prendre du temps, soit le peuple de Côte d'Ivoire prend son destin en main, comme des Ivoiriens, des femmes et des hommes ont assumé ce combat-là et se sont battus. Qui l'eût cru que pendant 10 ans, on allait faire capituler une CPI qui était partiale? On a libéré le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé. Voilà. On a eu. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, soit, parce que leur pays, notre pays, il est occupé, il est sous occupation, même s'il y a des élections, comme on dit, c'est des fausses élections. Il faut se lever une fois le pays est libéré. Une fois on libère le pays, comme ici la France, quand la France est libérée, elle a fait, et quand le monde a libéré le monde du nazisme, il y a eu les procès de Nuremberg. Voilà, on sait quels sont ceux qui ont massacré. Maintenant, la deuxième solution, aujourd'hui, si ce combat-là n'est pas fait, comme vous demandez qui accuse et qui doit être accusé, mais qu'ils ouvrent. Moi, je ne suis même pas pour la CPI. Qu'ils ouvrent. C'est-à-dire le débat sur Dieucoué. Et aujourd'hui, il y a des victimes. Comme je vous l'ai dit, Martine Keïvao, elle a une association, certainement il y a d'autres qui ont des associations. Elle a réuni un tas de dossiers de victimes. Et c'est ceux-là, ces victimes-là. Et nous aussi, en tant que défenseurs des droits de l'homme, Ivoiriens, tous citoyens de lambda, même des citoyens africains, on peut déposer. C'est-à-dire, si ce débat est ouvert, on saura, les victimes savent qui les ont massacrés. Et on sait que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Ce n'était pas une crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a été attaquée par Alassane Dramane Ouattara, qui faisait figure d'Ivoirien, mais derrière lui, il y avait la France de Nicolas Sarkozy. Voilà. La France, on peut parler de l'ONU et autres, mais c'est la France de Nicolas Sarkozy, la France impérialiste. Voilà. Le gouvernement français d'alors
qui doit être mis au banc des accusés. Voilà. La Croix-Rouge, je termine, la Croix-Rouge parle de 800 morts à Dieukoué. Mais la Croix-Rouge a des dossiers aujourd'hui du nombre de morts qu'il y a eu à la résidence du président Laurent Gbagbo, du nombre de morts qu'il y a eu. Aujourd'hui, là, c'est d'interpeller même la Croix-Rouge. Et je vous suggère même de faire une émission en interpellant la Croix-Rouge pour parler des massacres qu'il y a eu. Les dossiers qu'ils ouvrent leurs dossiers. On va les voir. Ils ont des dossiers qui sont sous-scellés. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on doit accuser sans état d'âme, c'est le monsieur qui est là, Alassane Dramane Ouattara, avec tout son Alassane Dramane Ouattara, Soro Guillaume et autres. Mais aujourd'hui, leur chef, c'est Ouattara, avec Soro. Tous ceux qui sont passés par la voie illégale pour venir attaquer les Ivoiriens. Voilà. Et derrière eux aussi, il y a la France. Et donc, vous comprenez avec moi, aujourd'hui, la justice aux ordres de Ouattara ne peut pas le convoquer. Voilà. Donc, pour dire aux Ivoiriens, pour terminer, pour dire aux Ivoiriens qu'il faut continuer le combat pour une justice véritable. Il faut continuer ce combat-là, mais il faut que chaque Ivoirien ait en tête qu'il n'y a pas encore de procès Dieukoué. Parce que si on a en tête de procès Dieukoué, en droit, une chose jugée ne peut pas être jugée une autre fois, une deuxième fois. Et c'est ce que les Ouattara, de façon malicieuse, veulent nous servir. Parce qu'une fois, on dit, bon, le procès, le verdict, Amadou Rémy, le chose, comment on appelle ça, le faire valoir a été condamné, qu'elle a été mis en sursis, l'os et autres, c'est fini, le procès est terminé, on ne pourra plus faire de procès. Mais que les Ivoiriens le sachent, même si c'est fait, il y aura des hommes et des femmes qui le jour, comme on le dit, où le jour arrivera, où le jour va se lever, ce procès-là reviendra. Les criminels, et on ne va jamais proscrire ces crimes-là. Ces criminels-là seront appelés et seront jugés. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Paco Zegbe, alors avec vous, Naomi, je crois que c'est Naomi Ba, pour pratiquer, parce qu'on va le dire, hein, il ne nous reste plus assez de temps dans cette édition. Donc avec vous, Maïli Ba, je voudrais quand même, c'est vrai que pour ne pas se reprendre, alors pour vous, ce procès qui a commencé, et on rappelle que la prochaine audience, c'est à partir de mercredi prochain pour les plaidoiries et bien évidemment, je crois, les réquisitoires. Alors pour vous, ce procès, est-ce qu'on doit, je ne sais pas si déjà on peut l'annuler ou est-ce qu'on doit l'annuler parce qu'en fait, peut-être, et que répondez-vous justement, j'allais en venir, à cette opinion qui pense que ce procès a été justement ouvert pour gagner en temps? Oui, merci. Mais vous avez complètement dit ce qui se passe. La réalité, c'est celle-là. C'est une fuite en avant de Dramane Ouattara qui, voilà. J'aime bien les interventions de M. André. Parce que, je le répète encore, j'ai dit c'est trop facile qu'on nous cantonne sur 2011. Je suis désolée. Moi, je suis de là-bas. Ma grande sœur Naomi Vétiédé, elle est de là-bas. Nous savons ce que nos parents ont subi depuis 2002, qu'on remplissait des cars, des camions, des cadavres de ouais qu'on allait incinérer au Burkina Faso. C'est trop facile de prendre Ourémy qui est arrivé en 2011 pour dire oui, c'est une mascarade. Moi, je le dis. Mais aussi, pour rejoindre un peu le camarade Paco, moi, je veux que ça se passe à la CPI. Parce que c'est la CPI qui a écouté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il faudrait qu'ils aillent là-bas aussi. Qu'ils fassent venir leurs témoins, que nous fassions venir nos témoins, de la manière qu'ils ont amené 82 témoins là. Nous, on est vivants. Hein? Nous, on peut se déplacer pour aller parler là-bas. On n'a pas besoin de faire des montages, oui, semblant de quelqu'un qui est couché, payer quelqu'un pour lui demander, oui, t'es de quel village et tout. On n'a pas besoin de ça. Moi, on m'appelle tout à l'heure. On dit, bon, Ouattara est arrivé à la CPI avec tous ses sbires. Tu es prête à aller témoigner? En 2011, j'étais à Abidjan. Mais ce serait trop injuste de camper sur 2011 et prendre Amadé Ourémy pour dire oui, c'est lui qui a... Moi, je préfère que ça se fasse. Alors,
Ah là là. Nous avons perdu Maïli Ba. Nous l'avons perdu. Et donc, je ne sais pas, est-ce que nous avons Naomi Tchédé? Naomi Tchédé, nous sommes ensemble? Alors, c'est vrai que nous sommes rendus, il y a plus que quelques petites minutes pour sortir justement de cette édition Appel sur le continent. Certainement, les débats se poursuivront dans nos autres émissions et surtout sur nos différentes plateformes. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Visiblement, ce procès n'arrange personne, c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Allô? Oui, Naomi. Allô? Oui, est-ce que vous avez suivi la question? Ben, pour moi, aujourd'hui, comme disait tantôt ma soeur Maïli Ba, le mieux pour l'instant, de nos jours, vu que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de sécurité. Alors, malheureusement, je crois que nous ferons justement sans nos amis de l'autre côté. Pour revenir donc sur ce plateau avec vous, André Christelle Fonga, pour sortir, je posais la question tout à l'heure à Maïli. Est-ce qu'il faut annuler ce procès ou alors est-ce qu'il faudrait absolument amener l'affaire au niveau de la CPI, déjà que bon, la CPI a donné son verdict suite à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Est-ce qu'aujourd'hui, le procès de Dokwe, qui visiblement a été un non-lieu pour une bonne partie des Ivoiriens, doit être annulé? Si jamais il est annulé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelqu'un a monté sa pièce de théâtre et vous voulez qu'on vienne discuter de quoi? Il a monté sa pièce de théâtre, c'est pour lui là-bas. Ça, ce n'est pas un procès. Nous avons dit que c'est une pièce de théâtre, c'est une comédie. Et c'est même une injure même pour le peuple ivoirien. C'est une injure. Vous prenez juste le peuple ouais, le massacre du peuple ouais, et vous pensez que ce n'est que ça qui va résoudre le problème. Plus de 3000 morts quand même. Mais écoutez... Alors si ça pesantit sur 800 morts selon la Croix-Rouge, qu'en est-il des autres? Mais quand vous parlez de 3000 morts... De 2200 autres. Si on s'en tient aux 3000 morts, les chiffres donnés. Officiels. Oui, officiels. Parce que je suis sûr seulement qu'à Djoko, il y a eu ces 3000 morts. Parce que vous savez, là-bas, on mettait les gens dans les conteneurs. Hein. Tout à fait. On mettait les gens dans un conteneur comme des sardines et on les séchait au soleil. Voilà la capacité de ces gens-là à faire des choses incroyables. Et vous venez nous dire que non, c'est un jeune homme, Oremi, qui a massacré tous ces gens. Donc, soyons sérieux. Je dis bien, Ouattara a monté son scénario, il a fait sa comédie, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, nous, on s'en fout de ce procès. Ça, c'est clair. Les Ivoiriens s'en foutent, les vrais Ivoiriens s'en foutent de ce procès. Le moment venu, la vraie justice va se faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas parler de justice actuellement en Côte d'Ivoire. Parce que s'il faut parler de justice, M. Ouattara lui-même serait le premier prisonnier, suivi de Kimbafori Sorogium, suivi de tous ces autres, comme zone et tout le reste là. Donc, parler de justice actuellement de Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Mon cher Ivoirien qui nous parle de que la France et tout le reste, mais il faut qu'on soit sérieux. On est dans un combat. Et ce combat-là, on n'épargne personne. Le peuple français est coupable de cette histoire. Il ne faut pas parler qu'on est contre la France, c'est le peuple français. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils auraient déjà marché pour que leur armée quitte la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a un très grand bataillon français en Côte d'Ivoire qui a massacré les Ivoiriens. Et le peuple est là et continue. D'ailleurs, même certains députés à l'Assemblée nationale française ont posé la question, mais pourquoi cet acharnement dans certains États africains en maintenant des bases militaires qui coûtent extrêmement cher? Parce que la France a voulu faire croire au monde entier que son travail, son investissement, ils investissent beaucoup pour défendre les territoires africains.
Ça veut dire que comment vous appelez, cette philanthropie-là, mais arrêtez cette philanthropie-là, occupez-vous des problèmes de chez nous. Mais ils ne savent pas que de manière diplomatique, en réalité, ça c'est de manière diplomatique, mais la vérité c'est que la France utilise justement ces bases et ces contingents militaires pour davantage préserver leurs intérêts dans les différents États. Donc, ce procès, pour moi, c'est un non-lieu, ça n'existe pas. Ce n'est que dans la tête de M. Ouattara et de ses alliés, c'est tout. Il n'y a pas encore de procès. Même ce qui s'est passé à la CPI, c'était un moment de repos. En fait, même, c'est comme si Dieu a épargné Laurent Koudou-Gbagbo et Blé Goudé en les mettant dans des conditions, parce que s'il leur arrivait malheur là-bas, c'est là où les gens allaient voir ce qui devait arriver. Mais ils ont été préservés, parce que s'ils restaient en Côte d'Ivoire, le poison qui se balade un peu de partout là, vous savez que le poison se balade entre la primature, certains ministères et tout, le reste là, le poison se balade et très mortel. Ça vous tue le pancréas, les poumons et tout le reste là. Donc, et vous êtes cadavre. Donc, ce poison-là les a esquivés parce qu'ils étaient justement loin de ces grands auteurs-là. Donc, nous remercions déjà Dieu pour cette préservation de la vie du président Laurent Koudou-Gbagbo. Parce qu'on pensait que arrivé là-bas, peut-être il y aurait quelque chose, il aurait choqué et tout, mais Dieu merci, Dieu l'a préservé et le ministre Charles Bourgude et ils sont en bonne santé et ils reviennent bientôt en Côte d'Ivoire. Pour dire que, monsieur d'Abidjan, là, apprêtez-vous, le vrai procès va commencer. Et ça ne sera pas, on ne va pas faire la chasse aux sorcières. Non, il n'y aura pas la chasse. On va régler nos problèmes à l'ivoirienne. Parce que Ivoiriens, son problème, c'est le régler devant une tasse de thé sous l'arbre à palabre. Et c'est ça, notre Afrique. Et c'est ce que nous allons faire. En disant, mais vous avez péché, s'il faut vous bannir du village. D'ailleurs, même que Ouattara et la plupart de ses amis ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ils vont rentrer dans leur pays. Merci à vous, André Christelle Fanga. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès l'entame de cette édition jusqu'à cet instant où justement nous mettrons la clé sous le paillasson. Mais n'oubliez pas, nos programmes se poursuivent. Les débats également se poursuivent sur nos différentes plateformes. Excellent début de week-end. Bonsoir. Allô? Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le Pékin. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne